Jusqu'où iriez-vous pour la beauté? Dépenseriez-vous une fortune? Ou vendriez-vous votre âme pour la jeunesse éternelle? Au début des années 1600, sur les sommets brumeux et inaccessibles des Carpates, le château de Tachtis s'élevait avec ses massifs murs de pierre. Aujourd'hui encore, il abrite des cris silencieux portés par le vent et l'odeur du sang séché. En ces temps-là, derrière ses portes, l'une des femmes les plus nobles, les plus instruites et les plus enchanteresses d'Europe régnait sur cette forteresse. Cependant, sous ses robes de soie et ses colliers de diamants, elle cachait un monstre. Derrière sa peau de porcelaine et sa stature noble, elle dissimulait l'un des esprits les plus dépravés et les plus sombres que l'histoire ait jamais connus. Son nom était Élisabeth Bathory. Mais le monde la connaît sous un seul nom qui fait frémir, la comtesse sanglante. La légende terrifiante qui se transmet d'oreille en oreille depuis des siècles était-elle vraie? Une femme pourrait-elle vraiment se baigner dans le sang de plus de 600 jeunes filles innocentes pour une beauté inaltérable? Ou s'agissait-il de l'une des conspirations politiques les plus vastes et les plus impitoyables de l'histoire? Dans un instant, nous découvrirons non seulement la vie d'une tueuse en série, mais aussi la transformation étape par étape du pouvoir en folie et de l'orgueil en pure brutalité, au sein de ces couloirs humides et sombres. Si vous êtes prêts, nous ouvrons les pages les plus écœurantes, les plus terrifiantes et les plus mystérieuses de l'histoire. Car la vérité est encore plus sombre que les légendes les plus horribles. Lorsqu'Élisabeth Bathory ouvrit les yeux sur le monde le 7 août 1560, dans la ville de Nyírbátor, au royaume de Hongrie, elle est née au cœur même de l'un des plus grands centres de pouvoir d'Europe centrale. La famille Bathory était une dynastie connue pour sa richesse, produisant des rois et des princes. Cependant, sous cet héritage magnifique se cachait une ombre lourde et maudite qui persistait depuis des siècles. À cette époque, les nobles recouraient fréquemment au mariage consanguin pour conserver le pouvoir, la richesse et les terres au sein de la famille. Le fait que les parents d'Élisabeth soient cousins germains lui a laissé non seulement un sang noble et de vastes terres, mais aussi un fardeau génétique tapi dans les profondeurs de son esprit. Les historiens soutiennent que ce lignage a formé la base de nombreuses afflictions mentales chez Élisabeth, allant de crises d'épilepsie violentes à des accès de rage incontrôlables et des tendances schizoïdes. Bien que la jeune Élisabeth ait reçu une éducation stupéfiante, devenant polyglotte en 5 langues et l'une des intellectuelles les plus brillantes de son temps, elle a également été confrontée très tôt à la brutalité brute de l'époque. La Hongrie du XVIe siècle était une géographie violente où les guerres, les décapitations et les exécutions publiques étaient monnaie courante. Regarder un homme se faire coudre dans la cavité abdominale d'un cheval vivant pour vol et accueillir cette atrocité par des rires, alors qu'elle n'était qu'une enfant, fut le premier signe d'une fracture irréversible de sa conscience. Dans son monde, la violence n'était pas une fin à craindre. Elle était codée comme l'expression la plus naturelle et la plus magnifique de l'autorité et du pouvoir absolu. En l'an 1575, à seulement 14 ans, Élisabeth épousa le comte Ferrand Nadasdy lors de l'un des mariages les plus grandioses de l'époque. Ferrand n'était pas un noble ordinaire. C'était un guerrier qui avait gagné le titre de « Chevalier noir de Hongrie » pour son intelligence stratégique et sa cruauté sans bornes sur le champ de bataille, devenant un cauchemar pour les armées ottomanes. Ce mariage stratégique apporta à Élisabeth le château de Tachtis, une forteresse isolée au fond des bois où elle consacrerait le reste de sa vie et qu'elle transformerait finalement en un empire de la peur. Cependant, leur mariage se transforma en une alliance sombre et sinistre plutôt qu'en une union romantique classique. Lors de ses rares retours de guerre, Ferrand partageait avec elle une maîtrise de la cruauté qui défiait l'entendement humain. Il se livrait à des pratiques glaçantes qui transformaient les couloirs du château en un lieu d'effroi absolu. Qu'il s'agisse d'exposer des innocents au froid impitoyable ou d'utiliser le feu comme outil de peur, Ferrand lui a montré que le pouvoir était plus qu'un titre. C'était le contrôle absolu sur l'esprit d'autrui. Il fut le premier à nourrir les ombres en Élisabeth, lui apprenant que la souffrance des autres pouvait être une source de fierté tordue et une forme de satisfaction obscure. Avec la mort de son mari en 1604, les dernières restrictions sociales sur la vie d'Élisabeth furent complètement dissoutes. Elle avait maintenant 44 ans, était veuve, propriétaire d'une fortune inimaginable et une figure de pouvoir absolu qui ne rendait de compte à aucun homme. Mais la véritable grande transformation commença avec l'arrivée d'une femme mystérieuse et sinistre nommée Anna d'Arvolia. Anna, que le public désignait à voix basse comme une sorcière, pratiquant les arts sombres,
fit passer le sadisme d'Élisabeth au niveau supérieur. Si Ferrand lui avait appris à infliger la douleur, Anna lui montra que tuer avait un plaisir rituel et presque religieux. Les victimes ne mouraient plus de mort subite due à des accès de rage momentanés. Elles étaient entraînées vers la mort lentement, à travers des sessions systématiques durant des jours dans les cachots humides du château. Élisabeth choisissait ses victimes parmi les paysannes démunies sur ses propres terres, couvrant leur disparition par des mensonges de choléra ou d'épidémies soudaines. Alors que les cris à l'intérieur du château se mêlaient aux murmures craintifs des paysans à l'extérieur, Élisabeth Báthory avait complètement perdu son humanité, sombrant dans une obscurité irréversible. Lorsqu'Élisabeth Báthory est mentionnée, l'image iconique et horrifiante qui vient à l'esprit de la culture moderne est celle d'une femme entrant dans une baignoire en marbre remplie du sang de vierge. Selon la légende populaire, le sang d'une servante aurait éclaboussé sa main, et elle aurait remarqué que la zone s'était miraculeusement rajeunie. Cependant, les faits historiques et les dossiers judiciaires peignent un tableau beaucoup plus écœurant et brut. Pas une seule phrase concernant un « bain de sang » n'apparaît dans les archives. La véritable dépravation d'Élisabeth était sa faim insatiable pour la douleur brute au moment où le sang était versé et les sons que la victime émettait en agonisant. Les témoins de l'époque ont décrit avec horreur comment les sols du château étaient couverts de tellement de sang qu'ils ne pouvaient être nettoyés, comment Élisabeth mordait personnellement des morceaux de chair de ses victimes, et comment elle cousait les corps des filles avec d'énormes aiguilles comme un morceau de tissu. Elle n'utilisait pas le sang comme produit cosmétique, mais comme un sous-produit de ses passions sadiques qui apaisait son vide intérieur et sa peur de vieillir. L'histoire du bain de sang a probablement été ajoutée des années plus tard pour dramatiser sa nature monstrueuse, pourtant les faits étaient déjà assez glaçants pour repousser les limites de l'esprit humain. La plus grande erreur d'Élisabeth fut son narcissisme et son orgueil sans bornes. Les paysannes ne suffisaient plus à satisfaire son appétit sauvage. Elle cherchait une douleur plus noble, plus pure, avec une plus grande résistance. À travers un faux pensionnat qu'elle établit, elle invita les jeunes et belles filles de familles nobles de rang inférieur au château sous la promesse de recevoir une éducation aristocratique. Mais quand les enfants de familles nobles commencèrent à mourir subitement les uns après les autres et que les corps commencèrent à déborder des murs du château, le royaume ne put plus rester silencieux face à ce scandale. Au même moment, Élisabeth avait prêté de grosses sommes d'argent à la dynastie des Habsbourg et au roi lui-même. Pour le roi Mathias II, éliminer Élisabeth n'était pas seulement une question de justice, mais aussi une occasion en or pour l'État d'échapper à ce lourd fardeau de la dette. Lorsque les jeux politiques, les intérêts financiers et les atrocités réelles et sanglantes ont convergé, l'immunité prétendument éternelle d'Élisabeth a commencé à se fissurer. En cette veille du Nouvel An 1610, fatidique et sinistre, lorsque Giorgi Turzo et ses hommes armés menèrent un raid surprise sur le château de Hachtis, la scène qu'ils rencontrèrent surpassait les descriptions les plus horribles de l'enfer. Juste à l'entrée du château se trouvaient des cadavres frais rendus méconnaissables par la torture, et dans les cachots se trouvaient des jeunes filles agonisantes, le corps criblé de trous. Bien que prise en flagrant délit, Élisabeth se cacha derrière sa noblesse et tenta de rejeter toute la faute sur ses serviteurs, incompétents et sadiques, avec une froideur glaciale. Sous la torture, ses serviteurs confessèrent au tribunal que le nombre de victimes dépassait les 600, détaillant les listes de morts qu'Élisabeth tenait personnellement et comment cette brutalité était devenue une routine quotidienne au château. Alors que ses complices furent exécutés en étant brûlés vifs ou en ayant les doigts arrachés, Élisabeth fut exemptée de ces punitions publiques car elle portait un sang noble. Cependant, la décision finale pour elle fut peut-être plus lourde que de mourir 1000 fois. Élisabeth fut emprisonnée dans une pièce étroite et sans fenêtre au sein de son propre château. Les portes et les fenêtres de la chambre furent murées avec des briques lourdes, ne laissant qu'un petit trou par lequel un garde pouvait fournir de la nourriture. Pendant 3 ans et demi, elle vécut dans cette obscurité absolue, seule avec ses crimes et les ombres des cris imaginaires de ses victimes. Loin de ressentir des remords, elle continuait à se voir comme une victime trahie. Un matin de 1614, elle fut trouvée sans vie sur le sol par les gardes, les mains glacées et le souffle court. Comme si la terre elle-même ne voulait pas accepter cette femme en paix, elle fut retirée du cimetière de l'église en raison du tollé général et enterrée dans une tombe anonyme, dont l'emplacement reste un mystère aujourd'hui, dans l'obscurité oubliée de l'histoire. Quelle fut la raison principale de la transformation d'Élisabeth Báthory en monstre? Étaient-ce peut-être les blessures ouvertes dans son âme par les atrocités vues durant l'enfance,
Peut-être la dévastation génétique apportée par des générations de mariages consanguins, ou peut-être le poison dangereux et enivrant que le pouvoir absolu crée dans l'esprit humain. Toutes ces pièces se sont combinées pour former l'un des portraits les plus terrifiants et tragiques que l'histoire ait jamais vus. Son histoire n'est pas seulement la sombre biographie d'une tueuse en série, mais aussi la preuve la plus concrète de la façon dont un pouvoir incontrôlé, la peur de vieillir et un orgueil qui a complètement perdu sa conscience peuvent dégrader un être humain. La comtesse sanglante est morte, mais les murs brumeux et froids du château de Hachtis continueront de cacher ce secret sombre et les cris des innocents pour toujours.